Bien, dans les vidéos précédentes, nous avons vu qu'un des problèmes centraux de la musique, c'est les commas. C'est-à-dire, si j'essaye de faire que des quintes, j'ai mes tierces qui sont dans les choux. Et si je fais de faire que des tierces qui sont aussi agréables que les quintes à l'oreille, je suis dans les choux aussi pour les quintes. On a vu qu'on pouvait résoudre le problème des commas en les divisant en petits morceaux, qu'on répartit entre les notes, soit en général de façon irrégulière. Ce sont les tons moyens ou les méthodes de Werckmeister, mais on a aussi les méthodes indiennes qui font appel à des micro-intervalles et non pas des intervalles de demi-ton. Alors, ce qu'on va faire là, c'est en fait reformuler le problème, non pas de manière musicale, parce qu'on a vu que c'est insoluble, on ne peut pas rendre compatibles des tierces et des quintes, c'est un problème qui est insoluble à la base. Il n'existe que des solutions approchées à ces équations. Alors l'idée, elle est relativement simple, c'est de se dire, finalement, j'ai le rapport 2. Le rapport 2 définit ce qu'on appelle les octaves. Donc là, il n'y a pas de problème, je vais prendre un rapport 2, et puis je vais prendre la première harmonique, la deuxième harmonique, la troisième harmonique, et ainsi de suite. Après, on a vu qu'on a le rapport 3, le chiffre 3, qui lui génère les quintes ou les quartes. Donc là, on va faire pareil, on va prendre 1 sur log de 3, 2 sur log de 3, 3 sur log de 3, etc. On divise par le logarithme du chiffre 3 et on multiplie par un entier qui peut varier de façon indifférente. Et puis après, je vais faire ça avec 5. Pourquoi? Parce que 5, c'est le chiffre des tierces. Donc je vais avoir une autre série, 1 sur log de 5, 2 sur log de 5, 3 sur log de 5. À chaque fois, je vais mettre, comme vous le voyez sur la figure, des petits bâtons aux endroits qui correspondent à ces rapports qui sont en fait des nombres décimaux. On les porte sur un axe. Et puis, si ça m'amusait, je pourrais mettre 1 sur log de 7, 2 sur log de 7, c'est-à-dire encore des bâtons encore plus serrés. Puis après, je ferai 11, puis 13, tous les nombres premiers en fait. On va prendre tous les nombres premiers. Chaque nombre premier définit sa série de bâtons. Et ensuite, une fois qu'on met tous les bâtons comme ça à l'échelle, on voit qu'il va se passer des choses intéressantes. Par exemple, on voit que les bâtons qui correspondent à 12, eh bien, 12 sur log de 2, ça correspond presque à 19 sur log de 3, et ça correspond presque à 28 sur log de 5. C'est-à-dire qu'il y a des bâtons qui tombent presque au même endroit. Et donc ça veut dire qu'on va avoir des découpages de l'octave en nombre, en intervalles de même longueur, qu'on appelle le tempérament égal, qui sont optimum pour certaines valeurs et qui sont moins optimum pour d'autres valeurs. Alors on peut reformuler ça, je ne vais pas entrer dans les détails, on va juste regarder le résultat, parce qu'on appelle une fonction mathématique la fonction de zeta de Riemann. Et cette fonction de zeta de Riemann, on voit qu'elle oscille, c'est une série dans le plan complexe. On prend ce qu'on appelle la valeur réelle de ces chiffres complexes, et on voit qu'il y a des maximums qui montent au cours du temps. Et si on prend ces maximums, ils vont définir ce qu'on appelle les points de Green. On va avoir par exemple un premier maximum pour x égale 1,54, puis 2,84, 4,40, 7,26, 10,04. Ça correspond à la position de chacun de ces maximums sur cet axe. On voit que ces maximums, ils augmentent en général en taille au fur et à mesure qu'on augmente la valeur de x. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette valeur de x, on va pouvoir, qui correspond à l'abscisse de chaque maximum, on peut la multiplier par soit log de 2, soit log de 3, soit log de 5, soit log de 7. C'est les 4 dernières colonnes. Et à ce moment-là, si on regarde la colonne log de 2, qui correspond au découpage de l'octave, on va trouver une série des nombres qui sont ce qu'on appelle quasi-entiers. Quasi-entiers, c'est-à-dire que ce sont des nombres fractionnaires, mais ils sont très proches d'un nombre entier. Par exemple, vous avez 1,07. 1,07, c'est presque 1. 1,97, c'est 2. 3,05, c'est 3. 5,03, c'est 5. 6,96, c'est 7. 12,02, c'est 12. 18,95, c'est 19. 30,98, c'est presque 31. 40,99, c'est 41. On a 53 qui tombe quasiment pile, à deux chiffres, 53,00. 71,95, c'est presque 72. 270,02, etc.
la série est infinie. Donc on voit que c'est cette série de chiffres 1, 2, 3, 5, 7, 12, 19, 31, 41, 53, 72. Je m'arrêterai à 72 parce qu'après les chiffres deviennent tellement grands que ça n'a plus de sens. Les intervalles sont tellement minimes qu'on tombe en dessous de la JND, juste l'intervalle qui est juste perceptible à l'oreille humaine. En fait, l'oreille humaine peut aller jusqu'à un découpage en 72 parties égales. On arrive encore à faire la différence, au-delà c'est plus possible. Donc la mathématique, elle, permet d'aller au-delà, mais pratiquement on s'arrête à 72. Et puis, comme par hasard, on va trouver qu'il y a des gens qui, sans utiliser la fonction de Riemann, ont spontanément découpé l'octave en n parties égales. Par exemple, Christian Huygens, il aimait bien découper l'octave en 19 ou 31 parties égales. On voit qu'effectivement, 19, c'est le point de Green d'ordre 19, j'ai dit, voilà, d'ordre 63, la valeur k égale 63. 31, c'est la valeur suivante, k égale 63. Adrian Fokker, qui est un musicien moderne, lui aussi aimait bien découper l'octave en 31 intervalles. Mais si on remonte dans l'Antiquité, par exemple, il y avait Philolaos de Crotone, lui, il préconisait de découper l'intervalle en 53 intervalles. Donc l'octave en 53 intervalles, parce qu'il avait remarqué qu'il trouvait que quand on itérait 12 fois les quintes, on donc tombe sur le comma pythagoricien, il trouvait que c'était encore insupportable, donc il s'est dit, qu'est-ce qui se passe si je continue le cycle des quintes? Et il a continué, il a vu que quand il arrivait à 53, eh bien, il avait quelque chose qui était très proche de nouveau de l'octave, d'où l'idée de découper non pas en 12, mais en 53 notes. Et de fait, vous voyez que entre 31 et 53, 53 c'est un nombre qui effectivement correspond au maximum d'ordre 253, ou non, 255 de la série de Riemann, c'est bien un nombre optimal au sens du découpage de l'octave. On aurait pu prendre un autre nombre, entre 31 et 53, on avait 41 par exemple. C'est une autre façon de découper l'octave, et de fait, on trouvera dans l'histoire de la musique des gens qui découpent en 41. Voilà, donc cet découpage en 53 va générer évidemment un autre comma qu'on appelle le comma de Mercator, qui est évidemment tout petit, c'est 3 à la puissance 53 que divise 2 à la puissance 84, mais c'est encore un comma qui est audible par l'oreille humaine. Voilà, donc là on a une méthode générale pour générer ce qu'on appelle des gammes optimales. Alors gamme à tempérament égal, c'est-à-dire qu'on découpe l'octave en n parties égales. Donc il est satisfaisant de retrouver évidemment les chiffres 5, 7 et 12. 5 c'est l'ordre 7, 7 c'est l'ordre 13 et 12 c'est l'ordre 32. Je vous rappelle, 5 c'est les gammes pentatoniques, 7 c'est les gammes heptatoniques telles que les avait trouvées Pythagore ou Zarlino, et 12 c'est les gammes chromatiques modernes telles qu'on les pratique actuellement en tempérament égal. Donc on voit que ce sont des optimums de la fonction de Riemann, c'est-à-dire qu'on n'est pas tombé sur ces gammes-là par hasard. Si vous faites de la musique avec 5 notes, 7 notes ou 12 notes, vous êtes avec une façon optimale de travailler l'octave. Mais comme vous le voyez, on peut aussi travailler avec 3 notes ou 2 notes. Ce sont aussi des découpages optimaux, ou alors avec plus 19, 31, 41 ou 53 notes, et on peut aller jusqu'à 72. Voilà donc comment la fonction zeta de Riemann, qui est une fonction mathématique, permet de trouver les découpages optimum d'un intervalle qui est l'octave en n parties égales. Et dans les vidéos suivantes, je vous montrerai comment rendre ceci compatible avec les gammes naturelles.